Nous abordons la deuxième séquence de cette matinée autour de quelques angles morts du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc nous faisons en quelque sorte non pas un pas de côté, mais nous allons chercher sur les frontières, au fond, ce que ces angles morts peuvent bien avoir à nous apprendre sur le droit contemporain du dommage corporel appliqué aux relations de travail. Et pour aborder un premier angle mort, enfin il nous dira tout de suite si c'est un angle mort ou une faille dans le deal en béton, je me tourne vers Thomas Courvalin, qui est avocat, pour évoquer cette question pour nous en un quart d'heure. Bonjour, merci. Alors effectivement, l'accident de trajet, c'est vraiment un peu un angle mort. Je voudrais commencer ce propos par une petite anecdote. Le premier cabinet d'avocats à la Cour de cassation pour lequel je travaillais, c'était à l'SCP Vaquet, Farges, Azan. Et comme je faisais tous leurs dossiers en sécu, ils m'avaient puni, ils avaient mis mon bureau dans la bibliothèque. Et à l'époque, Philippe Vaquet donc, venait régulièrement au cabinet rendre visite à sa femme, Claire Vaquet. Et il posait ses affaires en fait, dans la bibliothèque quand il arrivait. Et je savais au moment où il franchissait le seuil de la bibliothèque que je pouvais arrêter de travailler parce qu'il allait me raconter des vertes et des pas mûres sur la chambre sociale, la Cour de cassation. Et au détour d'une de ces conversations, il m'avait dit l'accident de trajet. L'accident de trajet, c'est une notion qu'on n'a jamais fait l'effort de penser pour elle-même. Avec l'accident de trajet, on fait un peu du bricolage. L'accident de trajet, ça ressemble un peu beaucoup à un accident du travail, donc on va lui appliquer l'essentiel du régime des accidents de travail. Mais parfois, ça ressemble aussi furieusement à un accident de la circulation, donc on va saupoudrer un peu de loi de 85 là-dessus. C'est un édifice qui tient bon an, mal an. On ne se préoccupe pas trop de cette cohérence. Et voilà. Et aujourd'hui, alors évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas vous livrer une réflexion aboutie sur l'accident de trajet. Je voudrais surtout vous faire part de mes doutes et de mes incertitudes sur cette notion juridique. Mes doutes, ils sont de deux ordres. Je pense que l'accident de trajet est une réalité qui nous échappe et elle a fait l'objet de constructions jurisprudentielles qui sont un peu immuables, mais qui en même temps devraient nous interpeller. Alors d'abord, c'est une réalité qui semble nous échapper. Pourquoi ? Parce que quand vous confrontez en fait les rapports annuels de l'assurance maladie et les statistiques de la circulation routière, vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences. Alors d'abord, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'accident de trajet, en fait, c'est quand même la deuxième cause de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. D'accord ? C'est 2 fois plus que les maladies professionnelles, dont Anne Marchand va nous parler après. Et c'est surtout en fait le risque qui est le mieux reconnu. C'est 97% de reconnaissance. Alors évidemment, ça c'était 2019, le monde d'avant. Depuis 2022, on est dans le monde d'après. Tout a diminué, d'accord ? Et quand on regarde les accidents de trajet, eh bien, on se rend compte que vous avez dans le monde d'avant une fonction, en fait, le nombre d'accidents de trajet est à peu près proportionnel au nombre de salariés qu'il y a en France. Pour une année donnée, il y a à peu près toujours le même taux d'accidents de trajet. Et la variabilité des points, l'assurance maladie nous l'explique en disant c'est lié aux conditions météorologiques. En réalité, on peut douter de sa justification. À partir de 2020, évidemment, avec les confinements, le chômage partiel, eh bien, les accidents de trajet ont brutalement diminué. En 2021, il y a moins de chômage partiel, on remonte. Et en 2022, on se retrouve avec un seuil d'accidents de trajet qui est anormalement bas, qui est 10% de moins qu'auparavant. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a un accident de trajet ? Essentiellement, c'est parce qu'on perd son véhicule à 60%, et dans les 30% restants, eh bien, c'est parce qu'on chute, on tombe d'un trottoir, on glisse sur des feuilles mortes, on glisse sur une plaque de verglas. Si on regarde maintenant le moyen de transport, eh bien, évidemment, il y a la voiture qui a une place prépondérante à 50%, la moto est elle aussi très dangereuse, et les vélos, les trottinettes commencent à avoir de plus en plus en fait, d'impact. On en arrive à peu près à 8%. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les femmes ont un sens de l'équilibre bien supérieur à ceux des hommes qui, apparemment, tombent plus souvent. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on a un petit problème. On a un petit problème avec ces chiffres. On a un problème avec ces chiffres, pourquoi ? Parce que je vous ai dit, la voiture, les motocycles, les scooters, ça représente 63%. Donc il y a les véhicules terrestres à moteur, c'est 63% des accidents de trajet. Et si vous rapportez ça aux chiffres qu'on a au tout début, si on a 130 000 accidents de trajet qui sont reconnus par an, ça veut dire qu'on a 80 000 accidents de trajet qui sont des accidents de la circulation. Et ce chiffre, il est totalement aberrant. Il est totalement aberrant parce que la circulation routière nous dit, pour l'année 2022, on a 240 000 blessés et 3 200 décès sur les routes françaises.
Ce qui voudrait dire que les accidents de trajet qui sont des accidents de la circulation, ça représente que 35%. Et ça, c'est complètement aberrant parce que ça voudrait dire qu'en fait, il y a 66% des accidents de la circulation qui interviennent le soir et le week-end, ce qui est absolument impossible. Donc en réalité, ce que ces chiffres font apparaître, c'est qu'il y a une sous-déclaration massive des accidents de trajet auprès de la CPAM en tant qu'accident de trajet. Et on le voit encore mieux quand on regarde les décès qui ont lieu sur les routes, les décès dans le cadre des accidents de trajet. L'assurance maladie nous dit, à peu près, ces décès, c'est entre 200 et 220 par an. Et quand vous regardez les chiffres de la sécurité routière, elle vous dit, en 2019, c'est 295, en 2020, c'est 308, en 2022, c'est 345, ce qui veut dire que vous avez une sous-déclaration qui est de l'ordre, pour les faits les plus graves, les accidents qui causent des décès, de 60 à 88%. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette sous-déclaration massive? Eh bien, en fait, on est sur un cumul idéal, pas d'infraction, mais un cumul idéal de qualification juridique. Et finalement, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, eh bien, en fait, la victime, elle obtient une indemnisation intégrale de son préjudice au titre de la loi de 85, si bien qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'elle a un intérêt à le faire déclarer comme étant un accident de trajet. Parce que finalement, cette déclaration en tant qu'accident de trajet, c'est juste une formalité en plus, mais qui ne va pas mieux l'indemniser puisqu'elle sera intégralement indemnisée au titre de la loi de 85. Et donc, finalement, peut-être les accidents de trajet qui sont déclarés, c'est surtout ceux dans lesquels il n'y a pas de véhicule terrestre à moteur qui est impliqué, dans lesquels la loi de 85 ne peut pas s'appliquer. Et c'est peut-être pour ça que l'assurance maladie identifie de mieux en mieux les accidents de vélo et de trottinette, parce que parfois, juste on tombe de son vélo, on tombe de sa trottinette, surtout quand on est un homme, apparemment, et il n'y a pas de véhicule terrestre à moteur qui peut jouer dans ces cas-là. Donc la seule indemnisation que l'on peut espérer, c'est dans le cadre de l'accident de trajet. Mais je pense au-delà de ça qu'en fait, il y a surtout eu une sorte de théorie des vases communicants qui est apparue en 85 lorsque la loi Badinter a été promulguée. Et cette théorie des vases communicants qui fait qu'en fait, auparavant, on essayait de se faire indemniser dans le cadre des accidents de trajet et dorénavant, on le fait dans le cadre de la loi de 85, on peut le modéliser, entre guillemets, en regardant le nombre des arrêts de la Cour de cassation. Parce qu'en 85, on a changé la numérotation du Code de la sécurité sociale. Auparavant, les accidents de trajet, c'était l'article 415-2, et depuis 85, c'est l'article 411-2. Donc si vous allez dans un moteur de recherche de jurisprudence et que vous lancez une première requête sur l'article 415 avec accident de trajet, vous avez tous les arrêts de la Cour de cassation depuis les années 60 et vous avez 294 arrêts. Évidemment, à l'époque, on n'a pas accès aux arrêts non publiés, donc 279 arrêts publiés. Vous lancez la même requête, cette fois avec 411, c'est-à-dire tous les arrêts qui ont été rendus avec la nouvelle codification, vous n'avez que 172 résultats, dont à peine 49 qui ont été publiés. Vous voyez qu'à partir de 85, le contentieux de l'accident de trajet, il dépérit complètement au point de quasiment ne plus exister à l'heure actuelle. Et je vous donne un exemple d'arrêt, quand on regarde les arrêts de la Cour de cassation, j'en ai eu beaucoup pour faire cette présentation, il y a toute cette jurisprudence sur la baguette de pain. Le salarié qui sort de son travail, qui rentre chez lui et qui, à un moment donné, va acheter du pain. Et là, il traverse la chaussée, il se fait renverser par une voiture. Ça, c'était dans les années 81. Il n'y avait pas la loi Badinter. Le seul moyen qu'il avait de se faire indemniser, c'était de faire reconnaître que c'était un accident de trajet. Et la Cour de cassation nous disait, le trajet n'est interrompu qu'à partir du moment où il rentre dans la boulangerie. Tant qu'il est devant la boulangerie, on est sur de l'accident de trajet. Mais vous voyez bien que cette espèce-là, elle n'aurait plus lieu d'être aujourd'hui, puisqu'on invoquerait tout simplement la loi de 85. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans le contentieux de la branche AT-MP, vous avez le plus gros contentieux, c'est la faute inexcusable, les maladies professionnelles ensuite, les accidents du travail et l'accident de trajet, c'est à peine 3% de l'activité juridictionnelle de la Cour de cassation. Mais cette activité juridictionnelle, il faut essayer de revenir sur les solutions qui ont été forgées, des solutions qui ont été forgées par des arrêts d'assemblée plénière et des solutions qui me paraissent un peu discutable. Alors d'abord, la définition légale de l'accident de trajet, elle est très simple, d'accord ? C'est l'accident qui survient sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Dorénavant, on parle de résidence principale, résidence secondaire, parce que les Français sont devenus plus riches, mais grosso modo, c'est ça, c'est les seuls critères, c'est ces trois critères purement objectifs. Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, en 92, nous dit, pour qu'il y ait un accident de trajet,
il faut qu'il y ait un accident entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence, dans des conditions où le salarié n'est pas ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Autrement dit, l'accident de trajet, il est antinomique avec le pouvoir de direction de l'employeur. Si on arrive à identifier un pouvoir de direction de l'employeur, on n'est plus dans le cadre d'un accident de trajet, on est dans le cadre d'un accident du travail ou éventuellement d'un accident de mission. Alors, ok, je veux bien, mais vous vous rendez compte que dans cet arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation fait une violation par adjonction de la loi. C'est-à-dire qu'elle insère dans les articles de la loi de 46 ou de 411.2 une condition qui n'y figure pas. C'est quand même étonnant, vous voyez. Alors, et ce qui est amusant, c'est que cette idée du pouvoir de l'employeur et corrélativement de l'indépendance du salarié, on va la retrouver lorsque la Cour de cassation examine en fait les deux extrémités du trajet, qui sont l'entreprise d'un côté, le domicile du salarié de l'autre. Pour l'entreprise, l'enceinte de l'entreprise, vous avez évidemment les arrêts Michelin de 87, où la Cour de cassation nous dit le pouvoir de direction de l'employeur, on peut parfaitement l'identifier d'un point de vue spatio-temporel, c'est le poste de travail et aussi toutes les dépendances de l'entreprise. Solution qui est en faveur du salarié, puisque s'il est victime d'un accident au sein de l'enceinte de l'entreprise, ça sera forcément un accident du travail, qui permettra notamment de faire valoir la faute inexcusable, donc une meilleure indemnisation, alors que dans le cadre de l'accident de trajet, on ne peut pas faire valoir cette faute inexcusable. Et au terme de son raisonnement, la Cour de cassation nous dit l'accident de trajet, c'est quand le salarié entreprend en toute indépendance le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Donc vous voyez qu'à nouveau, on retrouve cette idée que l'accident de trajet commence là où l'accident de travail finit, et que ce qui est structurant dans l'accident de trajet, c'est cette indépendance qu'a le salarié d'effectuer son trajet. Voilà. Et on va voir que dans le cadre de la définition du domicile du salarié, on a à peu près la même idée qui transparaît à nouveau. Cette enceinte de l'entreprise, elle est un peu floue. Elle est un peu floue parce qu'il y a beaucoup en fait, d'entreprises pour lesquelles en fait, on met à leur disposition, vous voyez, quelques emplacements de parking réservés, sans qu'on sache très bien en fait, si c'est vraiment une dépendance de l'entreprise. Et la Cour de cassation nous dit, dès lors que finalement ces parkings ils sont entretenus, ils sont gérés par quelqu'un d'autre, eh bien en fait, ce n'est pas une dépendance de l'entreprise. Donc si le salarié choix, entre guillemets, sur le parking qui lui est réservé, ça sera un accident de trajet, ce ne sera pas un accident de travail. Donc vous voyez qu'on n'a pas tout dit, en fait, on n'a pas tout plaidé en fait, sur cette question de la dépendance de l'entreprise. Et surtout, je pense que ces arrêts de la Cour de cassation que je vous montre sont un peu mis à mal par le dernier arrêt de novembre 2023. Vous savez, l'arrêt où il y a deux hélicoptères qui se sont entrés en collision et ça, notamment Florence Artaud avait perdu la vie là. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation nous dit en fait, l'employeur il a un pouvoir de direction sur le salarié. En contrepartie, il a une obligation légale de sécurité et cette obligation légale de sécurité, il ne peut pas la déléguer à un tiers. Donc vous voyez que les arrêts que je vous ai dit juste au-dessus, à mon avis, sont peut-être remis en cause par ce dernier arrêt de la Cour de cassation. Et cette enceinte de l'entreprise, elle est parfois aussi incertaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a et c'est une innovation de la loi de 93 qui a inséré en fait un nouvel article dans le code de la Sécu où on nous a dit en fait parfois il y a un accident de travail qui survient en fait sur une voie qui est ouverte à la circulation du public, qui implique un véhicule terrestre à moteur, mais par une circonstance totalement fortuite en fait ce véhicule terrestre à moteur il est conduit par l'employeur ou un de ses préposés. Et dans ces cas-là, a priori, c'est un accident du travail puisque ça implique l'employeur ou un de ses préposés. Donc on devrait appliquer le régime des accidents du travail. Mais ça ressemble tellement à un accident de la circulation, c'est une voie ouverte à la circulation du public, c'est un véhicule terrestre à moteur qu'on a dit c'est totalement injuste. Donc là, on va saupoudrer un peu de loi de 85 dessus, c'est-à-dire que le salarié, il a le droit, au titre de l'accident du travail, à être pris en charge au titre du livre 4 du Code de la Sécurité sociale, mais il a le droit à un complément d'indemnisation qui lui permet d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice au titre de la loi de 85. Et récemment, j'ai eu un pourvoi sur un dossier qui est assez intéressant, je voudrais juste l'évoquer en quelques mots. C'est une salariée qui travaille dans un duty-free de Charles de Gaulle, terminal 2 ou 3. Donc elle prend son véhicule pour aller, elle se gare sur un parking, au bout de ce parking, elle passe le portique de sécurité, et derrière le portique de sécurité, l'employeur, il affrète un bus qui lui appartient, qui est conduit par un de ses salariés, et ce bus, en fait, il va dispatcher en fait, tous les salariés dans les différents duty-free des terminaux 2 et 3. Et la question qui s'est posée devant le tribunal comme la cour d'appel, tout le monde a dit on applique 451, on est sur une voie ouverte à la circulation du public, il y a un véhicule terrestre à moteur qui est conduit par l'employeur, la salariée a le droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Et au niveau du pourvoi, je me suis retrouvé à suggérer une substitution de motif.
en disant attendez, vous êtes tous en train de me dire que c'est une voie qui est ouverte à la circulation du public. Le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle, on peut pas y rentrer comme on veut. Il y a un arrêté de police, il y a certains véhicules qui sont préalablement autorisés à rouler dessus. On est déjà dans l'enceinte de l'entreprise. Et à travers ça, ça m'a permis en fait de suggérer à la Cour de cassation une nouvelle définition de l'accident de trajet, qui est en fait l'accident de trajet, c'est celui qui s'entend, celui qui survient donc entre le domicile et le lieu du travail, sur une voie qui est ouverte à la circulation du public. Et vous voyez que cette nouvelle définition, elle est différente en fait de l'approche des arrêts Michelin. Dans les arrêts Michelin, la Cour de cassation définit ce qu'est l'enceinte de l'entreprise et en creux, elle nous dit tout ce qui n'est pas dans l'enceinte de l'entreprise, c'est de l'accident de trajet. Et ça, c'est une définition négative et moi, personnellement, je n'aime pas les définitions négatives. Donc je propose que, et si quelqu'un trouve une réfutation, je suis preneur, d'accord, mais il me semble assez évident que une fois qu'on sort de l'enceinte de l'entreprise, où est-ce qu'on est ? On est tout simplement sur une voie qui est ouverte à la circulation du public. Donc on peut parfaitement définir l'accident de trajet à partir de cette notion objective. Et on peut, grâce à cette définition, ne pas se poser la question de savoir est-ce qu'il y a de l'autorité ou une absence d'autorité de l'employeur, est-ce que le salarié il circule de manière indépendante ou pas. On a ce critère objectif qui est la voie ouverte à la circulation du public. Et inversement, si on est sur une voie qui n'est pas ouverte à la circulation du public, c'est qu'on est dans l'enceinte de l'entreprise et c'est donc qu'on est en présence d'un accident du trajet. Regardons maintenant l'autre côté, d'accord, le domicile du salarié. Alors là, la Cour de cassation, elle statue sur des situations où le salarié ferme la porte de son domicile et il tombe dans les escaliers parce qu'il y a des feuilles mortes, parce qu'il y a des plaques de verglas, il n'arrive pas à atteindre donc son véhicule ou il n'arrive pas à sortir de son jardin. Et là, la Cour de cassation nous dit qu'il n'y a pas d'accident de trajet parce que l'accident est survenu dans les dépendances de l'habitation, en un lieu où le salarié est seul habilité à prendre des mesures de prévention. Alors au début, on se dit c'est magnifique, c'est symétrique, c'est beau. Vous voyez, dans l'arrêt Michelin, on vous dit c'est quoi l'entreprise ? C'est le poste de travail et toutes les dépendances. C'est quoi le domicile du salarié ? C'est son domicile et c'est toutes les dépendances. Sauf que, encore une fois, on est sur une jurisprudence qui est contra legem, d'accord ? Vous reprenez les articles 2 ou les articles 411.2, il n'y a pas de question de dépendance, etc. On vous parle de la résidence du salarié. Et ce qui surprend le plus, c'est la justification qui est avancée par la Cour de cassation. Dans les dépendances de l'entreprise, le salarié est seul habilité à prendre des mesures de prévention. Autrement dit, pour ne les avoir pas prises, pour n'avoir pas ramassé ses feuilles mortes, pour n'avoir pas mis du sel sur son verglas, eh bien le salarié ne peut s'en prendre qu'à lui. Et l'accident de trajet est disqualifié en un accident de la vie courante. Et vous voyez que ce critère-là, c'est un critère qui est moralisateur, quoi. Et ça, c'est un peu gênant, je trouve, en droit de la sécurité sociale. Et c'est d'autant plus curieux que quand on se pose la question de l'autorité de l'employeur, c'est pour protéger le salarié, pour lui permettre de revendiquer les accidents du travail. Alors que là, en fait, ce critère de la volonté du salarié, de la négligence qu'il a eue à ne pas se protéger lui-même, se retourne contre lui. Mais au-delà de tout ça, en fait, ce que nous dit la Cour de cassation, et si on oublie ce critère un peu foireux, c'est tout simplement de dire que, en fait, dans la dépendance de la maison du salarié, le trajet n'a pas encore commencé. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore commencé ? Mais tout simplement parce qu'on n'est pas encore sur une voie qui est ouverte à la circulation du public. Donc, si vous voulez, la définition que j'ai proposée, elle paraît valable, entre guillemets, aux deux extrémités. L'enceinte de l'entreprise, c'est là où il n'y a pas encore de circulation du public, et dans son jardin, c'est la propriété privée du salarié, c'est pas ouvert à la circulation du public non plus. Donc vous voyez, je pense qu'on peut effectivement envisager une nouvelle définition. Alors le domicile dans le monde d'après, qu'est-ce que ça peut être ? Alors vous avez cet arrêt Konica Minolta qui a défrayé la chronique, où pendant le confinement, le salarié décide de déménager à 440 km de son lieu de travail. Et donc, il lui fallait faire des temps de trajet de 4h30, de 3h30 en train. Il arrivait fatigué au travail, l'employeur l'a licencié, et la Cour d'appel de Versailles, dans sa générosité légendaire, nous dit effectivement, l'employeur ne pouvait pas exécuter son obligation légale de sécurité, et le salarié ne pouvait pas exécuter sa propre obligation légale de sécurité. Est-ce que ça, par exemple, en droit de la sécurité sociale, ça permettrait de disqualifier l'accident de trajet ? Eh bien, en fait, la réponse à ça, on la trouve dans un arrêt ancien, du monde d'avant, entre guillemets, où vous aviez un salarié qui travaillait pour le journal L'Équipe à Paris et qui avait une résidence secondaire. Et donc, il avait entrepris ce trajet de 200 km, avait eu un accident de la circulation, comme c'est en 80, il n'y avait pas la loi Badinter. Et donc, la CPAM dit, mais attendez, l'accident de trajet, c'est l'accident que l'on peut faire habituellement.
et 200 km dans les années 80, c'est juste pas habituel, ça ne peut pas être habituel. Et la Cour de cassation lui répond, l'éloignement du domicile du travailleur de son lieu de travail n'est pas en soi une circonstance d'exclusion de la législation professionnelle. Donc pour tous les Parisiens qui sont venus envahir la Normandie, pendant le Covid et après, vous n'êtes pas menacés, entre guillemets, vous pouvez encore revendiquer les accidents de trajet. Avec cette question de l'accident de trajet qui se distend, entre guillemets, on arrive aussi à la question de l'accident de mission. Alors, dans le cadre de l'accident de mission, je vous fais un résumé je vous donne juste les solutions actuelles. La Cour de cassation nous dit, à partir de 2001, tout ce qui est dans la mission, c'est de l'accident du travail. Et en 2003, la deuxième chambre civile vous dit, on va plus se poser la question de savoir le trajet pour se rendre à la mission ou pas, etc. Donc, dès que le salarié a quitté son domicile jusqu'à ce qu'il revienne à son domicile, c'est de la mission, c'est de l'accident du travail. Et pourquoi c'est de l'accident de travail? Parce que la mission, en fait, c'est justement le pouvoir de direction de l'employeur qui se manifeste de manière précise, de manière ponctuelle, de manière inhabituelle, d'accord? Donc on est dans du pouvoir de direction pur et dur, et donc c'est de l'accident de travail, et éventuellement, il peut y avoir de la faute inexcusable de l'employeur. Mais en creux, ce que nous dit la Cour de cassation dans plein d'autres arrêts, c'est que dès lors qu'on est en matière d'un accident de trajet, on ne peut pas invoquer la faute inexcusable. Et pourtant, nous dit une cour d'appel, et je l'ai vérifié aussi, il n'y a aucune disposition du Code de la sécurité sociale qui exclut la faute inexcusable en matière d'accident de trajet. Et vous avez quand même une espèce qui a donné lieu à l'arrêt de 2015, je crois, ou 2010, où vous avez une salariée qui travaillait la nuit, donc elle avait fait tout son travail de nuit, elle rentre chez elle et elle est convoquée à une réunion dans l'entreprise en plein milieu de l'après-midi. Donc en fait, elle est tellement fatiguée qu'elle perd le contrôle de son véhicule, elle a un accident. Et la Cour de cassation nous dit, ça, c'est de l'accident de trajet. Donc circuler, il n'y a rien à voir en matière de faute inexcusable, alors que les manquements de l'employeur au niveau du repos du salarié étaient là, en l'occurrence, assez manifestes. Et pourquoi il n'y a pas de faute inexcusable? Eh bien, tout simplement parce que c'est cohérent avec la définition qu'a retenue l'Assemblée plénière de cette faute inexcusable, qui est de dire l'accident de trajet, c'est lorsque le salarié n'est pas ou n'est plus soumis à l'autorité de l'employeur, c'est lorsque le salarié effectue en toute indépendance ce trajet. C'est les arrêts donc de 92, de 87. Et derrière aussi, il y a peut-être cette considération sous-jacente que l'accident de trajet, c'est l'accident de la routine. D'accord ? La résidence, elle est fixe, le lieu de travail est fixe. C'est un trajet qu'on fait 10 fois par semaine quand on est à temps plein. Et en même temps, cette solution, je la trouve extrêmement discutable. Pourquoi ? Parce que c'est des arrêts qui sont anciens. C'est des arrêts avant Vaquet. Et on revient toujours à Vaquet. Parce qu'avec Vaquet, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que le contrat de travail, il a une force obligatoire. Et après Philippe Vaquet, on s'est rendu compte que le contrat de travail, c'est un instrument de pouvoir par lequel l'employeur s'arroge la possibilité de donner, de fixer de manière immuable certaines directives. Et c'est bien ça, en fait, la clause du contrat de travail qui dit « il faudra travailler dans l'entreprise qui se situe à tel endroit ». D'accord ? C'est un ordre, c'est bien une directive de l'employeur. Et chaque matin, quand le salarié se rend sur son lieu de travail, eh bien, en fait, il acquiesce à cet ordre immuable qui est fixé dans le contrat de travail. Et ce n'est pas parce qu'un ordre est immuable, ce n'est pas parce qu'on l'exécute, qu'on l'accepte chaque matin, que ça n'en est pas moins un ordre. Et c'est tellement vrai qu'on l'a redécouvert récemment avec la problématique de l'abandon de poste. L'abandon de poste, c'est quand le salarié dit « je refuse de venir travailler dans l'entreprise ». Et le législateur, pour des raisons foireuses, en 2022, a dit « cette volonté de refuser de travailler dans l'entreprise, elle est tellement forte que c'est une démission ». D'accord ? Et avec le télétravail, on retrouve cette idée-là. Le télétravail, l'aspiration du salarié au télétravail, c'est quoi ? C'est justement l'atténuation de cet ordre de venir travailler dans l'entreprise. Le salarié dit « je ne veux plus venir aussi souvent effectuer ma prestation de travail dans l'entreprise, je veux aussi ne plus avoir à effectuer 2 fois par jour ces trajets ». Donc il est faux, il me paraît complètement désuet de considérer que l'accident de trajet est antinomique avec la faute inexcusable parce que, soi-disant, le salarié effectuerait ce trajet en toute indépendance et qu'on ne pourrait pas y déceler une directive de l'employeur. Donc, à mon sens, on pourrait parfaitement identifier la faute inexcusable dans l'accident de trajet. Et pour conclure, donc, vous voyez que le constat, c'est que, a priori, en fait, les accidents de trajet, c'est devenu quelque chose d'un peu désuet parce que, finalement, tout le contentieux permet une meilleure indemnisation au titre de la loi de 85. On peut quand même proposer une nouvelle définition de l'accident de trajet, une définition objective,
à partir de cette voie qui est ouverte à la circulation du public, ce qui nous permettrait de nous débarrasser de toutes les scories en termes d'autorité de l'employeur et d'indépendance du salarié. Et enfin, on peut aussi espérer que peut-être un jour l'accident de trajet pourra faire l'objet d'une reconnaissance de faute inexcusable, pour autant que, évidemment, la définition de la faute inexcusable soit caractérisée. Mais vous voyez, pas plus tard que hier, moi qui venais de ma Normandie, tous les trains étaient immobilisés, je ne pouvais pas venir en train, il a fallu que je prenne la voiture, j'étais fatigué, etc. Et ma seule crainte, c'était d'avoir un accident de trajet, parce que je devais venir à ce colloque, on m'avait demandé de venir à ce colloque. Vous voyez qu'on peut parfaitement envisager, heureusement, je n'ai pas eu d'accident de trajet, mais on peut parfaitement envisager la faute inexcusable, non pas des organisateurs de ce colloque, mais dans le cadre d'un accident de trajet. Je vous remercie. Merci. Alors la question qui va nous occuper maintenant est d'un tout autre ordre, puisque je vais passer la parole à Madame Marchand, qui est sociologue, historienne et sociologue, sur cette question des cancers professionnels et sur les difficultés que ces cancers professionnels posent à notre système d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie, bonjour à toutes et tous. Je remercie vivement Morane Kembago et Anne Guégan pour leur invitation et cette possibilité de partage et de dialogue dans un espace disciplinaire qui n'est pas le mien. Alors c'est difficile d'intervenir après Thomas. Vous l'aurez remarqué, je suis pas juriste, je ne porte pas la veste et je ne suis pas un homme. Et donc je suis un peu intimidée. Alors, la contribution que je vous propose, elle repose sur les résultats d'une recherche qui est menée au sein du GISCOP 93, un groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, et qui s'est menée auprès de salariés et d'anciens salariés malades de cancer que j'ai pu accompagner notamment dans leur accès au droit de la réparation maladie professionnelle, dans le cadre d'une recherche dite interventionnelle, c'est-à-dire en me confrontant à leur côté aux différents obstacles, en rencontrant les différents acteurs concernés, en me plongeant dans les archives, etc. Alors pour faire une rapide transition avec la séquence précédente de la fabrique des règles et l'intervention de Thomas, si les AT représentent une faille dans le deal en béton, les MP s'inscrivent au contraire totalement dans le deal. Il s'agit de maladies négociées. Et leur présomption d'origine professionnelle se construit sur la base d'un tableau qui est l'objet du droit, mais un objet mouvant. Je ne vais pas trop revenir dessus, je vous en montre juste un. Alors je parlerai moi ici du cancer comme un exemple emblématique de ces maladies du travail qui pour toute une série de facteurs sont le plus souvent sous-estimés, voire invisibilisés, et qui constituent ainsi un angle mort dans la connaissance des effets du travail sur la santé. Alors le cancer, c'est la première cause de mortalité en France et en Europe. C'est même la première cause de mortalité par le travail en Europe. C'est une incidence en augmentation constante et c'est une maladie qui est très socialement inégalitaire. Alors une autre façon de prendre le problème, c'est de venir en amont, à l'amont des expositions aux cancérogènes. Et il y a 11% des salariés, environ 2,7 millions, qui sont exposés à des cancérogènes au travail. Et il me semble important de rappeler ici que ces maladies qui sont prises en charge, les cancers ou les autres, au titre de la législation sur les MP, ne résultent pas de situations accidentelles. Ça apparaît peut-être évident, mais je pense que c'est intéressant de le redire, parce qu'elles résultent de l'activité habituelle de travail. Et c'est d'ailleurs bien sur ce critère-là qu'elles sont reconnues professionnelles. Donc là, on a des activités habituelles de travail qui exposent à des cancérogènes de façon habituelle. Alors quand on dit, alors j'ai cherché un petit peu à incarner, et c'est difficile de trouver des photos du travail, en dehors des photos d'agence, donc je vous ai mis des photos pour avoir un petit peu d'humain ici, dans nos discussions. Donc quand on dit qu'il y a 11% de salariés exposés à des cancérogènes, c'est une moyenne qui masque de profondes différences selon l'appartenance socio-professionnelle, et c'est plus d'un tiers des ouvriers, et jusqu'à 90% d'entre eux dans la maintenance automobile. Donc quand on est 90% d'ouvriers de la maintenance automobile exposés à des dangers cancérogènes, le risque de déclarer un cancer plus tard est très important. Enfin, vous imaginez bien que c'est difficile de passer entre les gouttes de l'aléatoire. Les métiers dits féminins ne sont pas en reste, dans le tertiaire notamment, mais souffrent fortement de l'absence d'études épidémiologiques, comme dans le secteur du nettoyage par exemple, où il y a un groupe de travail en ce moment à l'ANSES qui travaille sur ces questions-là. Et la coiffure et les ongleries sont bien identifiés comme des secteurs particulièrement exposants.
Un autre chiffre qui me semble intéressant à garder en tête, c'est le fait que les intérimaires sont particulièrement concernés aussi par les expositions aux cancérogènes, puisque 20% d'entre eux le sont, en lien avec les transformations du travail, et qui posent ensuite en aval les problèmes de reconnaissance des maladies professionnelles. Les jeunes aussi sont très concernés. Mais les campagnes de prévention, elles, sont uniquement orientées vers les comportements individuels. Le slogan des campagnes, c'est ne plus fumer, ne plus boire, bouger plus, manger mieux. Et je vous montre ici quelques affiches. Et dans le cadre de ces campagnes, qui sont menées sous l'égide du ministère de la Santé, avec l'Institut national du cancer, on parle de cancer évitable, mais dans cette notion de cancer évitable, il n'est pas question des cancers du travail. Pourtant, la connaissance des liens entre le cancer et les poisons industriels est pourtant ancienne. Au moment où la lutte contre le cancer devient une grande cause nationale, dans les années 1920, faut pas oublier que ça ne remonte pas juste au plan Chirac du début des années 2000. Donc quand la lutte contre le cancer devient une cause nationale dans les années 1920, le seul facteur cancérogène certain est le facteur professionnel en lien avec ce qu'on appelle les poisons industriels. C'est le titre d'une brochure très officielle de l'Office du travail, l'ancêtre du ministère du Travail, brochure publiée en 1901. Alors, il existe dès 1920 un relatif consensus pour reconnaître la responsabilité du travail dans l'épidémie de cancer, comme on en parle déjà, pour reconnaître dans 3 secteurs d'activité alors en plein développement. L'industrie des produits dérivés de la houille et du charbon, donc on parle de cancer des ramoneurs, des goudronneurs, des fileurs de coton, et puis aussi déjà du pétrole. L'industrie des couleurs et enfin les rayonnements ionisants avec le développement de la radiologie et de la radiothérapie, ces rayons qui soignent et qui tuent en même temps. Donc vous voyez ici la première publication du Bureau international du travail en 1921 concernant le cancer de la vessie chez les ouvriers travaillant dans les fabriques d'aniline, donc les fabriques de couleurs. Gustave Roussy sera missionné d'ailleurs par le Bureau international du travail à la fin des années 20 pour promouvoir la reconnaissance des cancers professionnels. Et je vous donne là un rapide extrait d'une publication de 1927. Le rôle de certains agents dans la jeunesse des cancers est à l'heure actuelle bien établi. On sait qu'il y a des professions particulièrement exposées aux irritations d'agents cancérogènes. Le cancer a donc aujourd'hui droit de cité dans le cadre des maladies professionnelles. Et il est d'importance, cette notion, au double point de vue prophylactique, donc prévention et médico-légal. Donc ce n'est pas une histoire nouvelle. Aujourd'hui, on a 119 tableaux de maladies professionnelles, dont 25 qui comprennent une ou plusieurs pathologies cancéreuses. Donc on retient 12 localisations cancéreuses, avec les dernières qui ont été inscrites dans les tableaux, qui sont celles des ovaires et du larynx, en lien avec des expositions à l'amiante. Ce nombre, je le dis d'emblée, il est en deçà des connaissances scientifiques et médicales. Il y a une campagne qui est actuellement menée notamment par la CFDT pour l'inscription du cancer du sein au tableau des maladies professionnelles, et vous avez peut-être entendu parler dans la presse de différentes histoires de reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle. Alors le cancer, comme toutes les maladies professionnelles, est marqué par un phénomène massif de sous-déclaration et de sous-reconnaissance, alors que les estimations épidémiologiques les plus consensuelles estiment que de 17 000 à 34 000 à peu près nouveaux cas de cancer seraient chaque année d'origine professionnelle. Seuls 1652 cas sont effectivement reconnus en maladie professionnelle en 2022, donc vous voyez l'écart énorme. Ce phénomène massif de non-recours au droit, qui est à la fois de la non-déclaration mais aussi de la non-reconnaissance, est à l'origine d'une forte invisibilité sociale. Et il est tellement bien reconnu et institutionnellement reconnu que tous les ans, depuis 1996, dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, il est voté un montant de transfert que la branche AT-MP, qui est financée par les seuls employeurs, transfère un certain montant à la branche maladie financée par nous tous. Et le dernier rapport, le dernier vote en 2021 a voté 1,2 milliard de transfert de fonds de la branche AT-MP vers la branche maladie. Donc il y a eu le choix, il y a le constat d'une sous-déclaration et il y a le choix politique d'une compensation financière, tout en expliquant dans le rapport de cette fameuse commission que c'est une estimation qui est faite à la louche et qui est sans doute fortement sous-évaluée.
Alors ce problème de sous-déclaration et de sous-reconnaissance, il revêt des enjeux majeurs, tout à la fois individuels et collectifs. Alors je ne vais pas aller très loin sur l'individuel. C'est bien sûr une situation d'injustice sociale, la non-reconnaissance de ces préjudices et la non-indemnisation, mais c'est aussi plus collectivement, dans le cadre de ce système assurantiel, une large part invisible, puisqu'on ne connaît que ce qu'on indemnise. Et donc quand on nous donne les données de la réparation, elles ont tendance à imposer une vision sur les effets du travail sur la santé, qui est en fait une vision très déformée de la réalité, mais qui oriente cependant les politiques de prévention. Donc il y a quand même un hiatus fort, il y a un problème. Et puis l'autre enjeu collectif majeur, c'est la question de l'imputation financière et finalement de ce qu'abordait tout à l'heure mon collègue précédemment, la question du lien entre réparation et prévention, donc dissuasion financière, qui ne peut pas exister si les maladies ne sont pas déclarées ou reconnues. Alors, ces maladies, dans le court temps qui m'est imparti, je ne sais pas combien de temps il reste, ça va. Je ne peux pas faire le tour des multiples facteurs de non-recours au droit. Ils existent à différentes étapes, en amont même de la déclaration, jusqu'aux conditions même de l'instruction des tableaux. Rappelez quand même que la déclaration, à la différence de l'accident du travail, elle est là à l'unique initiative du salarié ou du retraité. Ce qui nécessite que ce salarié ou ce retraité parvienne à faire le lien entre sa maladie et son travail. Et dans le cas du cancer notamment, il y a plusieurs difficultés. La maladie survient des dizaines d'années après les expositions, jusqu'à 40 ans dans le cas de l'amiante par exemple. Donc on a un délai de latence, on a aussi une mobilité dans le travail. On peut être aujourd'hui cadre commercial et oublier qu'on a été exposé à des choses au tout début de son parcours professionnel. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, dans l'espace public, ce qui prime, c'est des campagnes de prévention qui sont centrées sur les comportements dits individuels. L'autre facteur qui explique que le cancer du travail soit un impensé, c'est le fait que les salariés, pour la plupart, ont ignoré avoir été exposés à des substances cancérogènes. Ils ont pu avoir le sentiment d'avoir été protégés, alors d'avoir été protégés par des dispositifs comme la surveillance médicale renforcée, comme les valeurs limites d'exposition professionnelle, mais aussi par les équipements de protection individuelle, dont plusieurs travaux montrent toutes les limites dans la protection effective. Et puis, ils ont le sentiment d'avoir été protégés parce que pour eux, quelle que soit leur position dans l'entreprise, quelle que soit leur considération, leur statut dans l'entreprise et leur colère vis-à-vis de leur exploitation ou de leur patron, ils estiment que si ces produits existent dans l'entreprise, s'ils ne sont pas interdits, c'est qu'ils ne sont pas dangereux, parce que s'ils étaient dangereux, ils seraient interdits, et que finalement tout est sous contrôle et tout est maîtrisé dans le monde de l'entreprise. Donc souvent, j'entends des personnes qui me disent « mais finalement, mon patron, forcément, il ne savait pas, sinon il ne l'aurait pas fait ». Donc il y a un problème aussi de cognitif, de comprendre à ce moment-là que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est prévu par la loi de réparer à la fin. Et c'est quand même une violence morale assez forte. Une autre chose, parce que je ne peux pas aller trop loin, mais je voudrais quand même m'arrêter sur un argument qui revient souvent auprès des personnes que j'ai pu accompagner, c'est « je ne veux pas déclarer parce que je ne veux pas creuser le trou de la Sécu ». Et je m'arrête ici sur 2 témoignages rapides. Vous avez vu l'état des caisses de la Sécu, je ne veux pas creuser le trou et puis il y a plus malheureux que moi. Donc ces personnes-là savent aussi combien elles coûtent à la Sécu, comme elles le disent, à la hauteur du coût de leur chimiothérapie, qui est un coût important. Et puis une dame qui m'expliquait, atteinte d'un mésothéliome, j'ai honte, si vous saviez comme j'ai honte, j'ai l'impression de faire l'aumône, je ne voulais pas le faire, moi je n'ai jamais rien demandé. Donc aussi cette fierté d'avoir toujours pu se débrouiller sans demander, sans être assisté, puisqu'on a aussi toute cette stigmatisation autour de la demande d'une indemnisation. Et il y a beaucoup de travaux qui sont sur la signification sociale de l'argent. À partir du moment où on demande une indemnisation, on perd son statut de victime innocente, parce que finalement on veut être victime pour avoir de l'argent. Et par ailleurs, j'ai longtemps travaillé moi auprès de personnes atteintes d'un cancer bronchopulmonaire, donc leur indemnisation pouvait s'élever du montant des derniers salaires, mais je travaille aujourd'hui avec des personnes atteintes d'un cancer de la vessie, le barème est beaucoup moins élevé, il y a aussi des rémissions sans incapacité permanente partielle, et donc il y a une indemnisation très faible, et dans ce cas-là, à quoi bon déclarer ? Même si c'est sur ces déclarations que reposent les politiques de prévention, on voit bien la charge qu'on fait peser aussi sur le fonctionnement du système, à la nécessité pour les victimes du travail de déclarer quand il n'y a pas forcément d'intérêt pour elles.
Alors, si les personnes s'arrêtent, cette question aussi des trous de la Sécu, c'est qu'elles ne savent pas qui paye. Et j'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps. Il n'y a rien qui indique, si vous allez sur le site Service Public ou sur le site Amélie, il y a plein d'explications techniques sur comment faire sa déclaration. À aucun moment, il n'est indiqué qui paye et finalement, à aucun moment, il n'est donné de sens et rappelé les enjeux à cette déclaration. Et ce fameux sens entre réparation et prévention. On en vient juste à un problème d'indemnisation et je pense que c'est un problème majeur, un facteur majeur aussi de non-recours au droit. Alors le non-recours au droit, il s'explique aussi par le fait qu'une diversité d'acteurs ne joue pas le rôle qui leur est conféré par le droit de la réparation. Et j'évoquerai ici très rapidement les médecins, parce que je voudrais aller sur autre chose après si j'ai le temps. J'ai encore un peu de temps ou pas 5 minutes? Non. Donc les médecins en général, et ça se confirme dans plusieurs travaux, j'ai pu le voir dans l'accompagnement que j'ai mené, ils sont très peu curieux des conditions de travail de leurs patients. Ils sont peu formés sur le droit de la réparation, très peu formés, je crois que c'est 9 heures dans toute leur formation. Et puis par ailleurs, ils ont bien, pour ceux qui sont engagés dans la rédaction des certificats médicaux initiaux en maladie professionnelle, ils ont assez vite compris qu'ils sombraient là dans un espace de conflit. Et puisqu'il y a beaucoup de médecins qui sont convoqués devant le Conseil de l'ordre à l'initiative d'employeurs. Et donc ça les éloigne quand même de leur cœur de métier qui est le soin. Et déjà là, on est dans une autre chose pour eux, c'est-à-dire ils savent faire des certificats médicaux pour avoir un bénéfice social pour leurs patients. Mais là, ils voient bien qu'il y a un espace de conflit et que ce certificat va être brandi d'un côté ou de l'autre, surtout dans le contentieux. Et ils n'aiment pas tellement que leurs certificats servent à autre chose que ce pourquoi ils les ont faits. Et puis par ailleurs, il y a une intensification du travail, notamment hospitalier, des spécialistes, qui sont les premiers à pouvoir faire les certificats médicaux dans le cas notamment des cancers. Ensuite, l'enquête du GISCOP et l'enquête Sumer montrent que les salariés exposés sont majoritairement exposés non pas à un seul cancérogène, mais à plusieurs. On dit qu'ils sont polyexposés. Je vous montre ici comment au GISCOP on fait une reconstitution de parcours professionnel et à partir de l'activité qui est décrite, on arrive à reconstituer le parcours d'exposition. Donc vous voyez là pour un patient 9 emplois et 17 situations d'exposition à des cancérogènes. Mais ce salarié, pour déclarer, il va falloir choisir un tableau et un cancérogène. Et c'est une question qui complique, puisque la question des cocktails et de la synergie des cancérogènes n'est pas prise en compte. Et puis même dans le contexte de la présomption d'origine, il faut quand même parvenir à prouver ces expositions. Et dans le cas des cancers, on a une traçabilité qui est inaccessible. Je vous montre juste là un graphique de l'INRS qui montre un petit peu la valse réglementaire avec en 2001 des attestations d'exposition obligatoires pour les cancérogènes qui sont supprimées en 2012 avec la fiche pénibilité qui sont finalement et le facteur cancérogène est resupprimé en 2015 avec la nouvelle fiche individuelle de suivi. Donc quand on n'a pas de réglementation qui est pérenne, en fait on ne peut pas, même au nom de la traçabilité, on ne peut pas construire une traçabilité digne de ce nom qui permette de pouvoir réussir à retrouver les preuves des expositions. Et un autre exemple, c'est quand on sait qu'on a été exposé à un produit qu'on imagine être amianté. Je vous donne là le cas d'un vitrier mastiqueur qui me disait j'ai beaucoup utilisé du mastic Perenator. Si vous regardez aujourd'hui sur Internet, vous avez une pérennité des marques, Perenator, il y a une pérennité des marques, mais la composition a changé. Donc aujourd'hui, on regarde et on voit mastic sans amiante à base d'huile végétale et synthétique. Et s'il n'existait pas un inventaire qui est malheureusement pas exhaustif de certains produits amiantés, ce monsieur n'aurait jamais trouvé que le Perenator, entre telle et telle année, avait pu être amianté. Donc on a un vrai problème de traces, et ces traces, c'est encore plus difficile dans le cas des intérimaires, des travailleurs intervenant en sous-traitance, des parcours morcelés, des contrats saisonniers, etc. Je peux encore Non Oh, allez-y, finissez quand même. Bon, non, tant pis, je me ferai attraper, mais c'est pas grave, j'assume. Bon, je vais essayer de couper beaucoup. Ayez pitié de moi. Oui, non, je voudrais alors, je passe rapidement sur deux choses dont je voulais vous parler, sur les conditions de travail dans les caisses aussi, parce qu'il faut en parler, et donc de tous les dysfonctionnements aussi dans l'application du droit à l'échelle de l'instruction elle-même. J'ai pas tellement le temps.
Mais je voudrais, comme je suis avec des juristes, finir un peu sur la fabrique du droit et revenir au dispositif de départ prévu par la loi en 1919. Et dans l'objectif des législateurs, il s'agissait vraiment de construire un dispositif de réparation pour la prévention et de faire des maladies professionnelles des maladies évitables. Je vous lis juste une petite phrase du député, du médecin Gilbert Laurent, qui était rapporteur du projet de loi au moment où il a été voté à l'Assemblée nationale en 1913. Il dit « Je soutiens que la maladie professionnelle est presque toujours évitable. Elle est évitable sinon complètement, entièrement, absolument, au moins en partie dans ses conséquences les plus graves, les plus pénibles, les plus douloureuses. L'obligation de réparer généralisera l'obligation de préserver. Elle amènera dans l'hygiène industrielle une véritable transformation, je n'ose dire une révolution. » Alors ce dispositif-là, c'est celui qui s'est inscrit dans le code de la Sécu, à la différence près que c'est plus à la mairie qu'on déclare, mais à la CEPAM, puisque la sécurité sociale est née entre-temps. Mais ce dispositif-là, qui voulait construire 3 sources de connaissances, qui se voulait un dispositif de veille sanitaire, donc les connaissances qui étaient celles des maladies indemnisées, celles sur les tableaux, des maladies sentinelles, donc ces fameuses maladies à caractère professionnel, et puis finalement les déclarations des employeurs, les entreprises et ouvriers concernés par le risque. En fait, on a aujourd'hui ces volets du droit, là, notamment le rôle des médecins et les déclarations d'employeurs, qui ne sont très peu, voire pas du tout appliqués. Donc c'est juste une question finale que je pose aux juristes. En fait, on a un dispositif juridique, réglementaire, dont des volets sont morts, enfin sont inactifs, et qu'il pourrait s'agir de réveiller. Merci. Merci beaucoup, Madame Marchand, où l'on découvre qu'il y a angle mort et angle mort. C'est-à-dire qu'avec Thomas, il y a quelques instants, on voyait que l'angle mort, la source de l'angle mort, était véritablement juridique, qu'un travail sur le droit permettait de fermer, ou en tout cas de refermer quelque peu l'angle mort. En écoutant Anne Marchand à l'instant, on s'aperçoit que l'angle mort, il est beaucoup plus complexe. Il y a des données juridiques, elle vient de les évoquer, elles sont particulièrement intéressantes, et il y a toutes les autres données liées à données médicales, données scientifiques, données chimiques, données sociologiques, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous disiez par rapport au discours, aux quelques verbatims que vous nous donniez de personnes que vous suiviez, enfin, touchées par la maladie, et on voit bien que ce qui se joue derrière est quand même beaucoup plus compliqué que la simple modification d'une règle de droit. Et donc c'est pour ça que derrière le même mot d'angle mort, qui est très utile ici, on s'aperçoit qu'il y a des choses assez différentes qui sont à l'œuvre. Alors peut-être on donne la confirmation de ça en écoutant maintenant un autre angle mort affiché, à vérifier, avec François Caffarelli, qui va évoquer avec nous les questions relatives au droit public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier évidemment les organisatrices de ce colloque qui me donnent l'occasion de confronter mon regard et ma pratique de publiciste à de riches analyses de droit privé. Alors confronter, le terme est peut-être un peu fort dans la mesure où, en matière d'accident du travail ou d'accident du service, comme on dit chez nous en droit public, et de maladies professionnelles, il y a des convergences qui permettent de penser que la protection des personnes qui travaillent est quasi équivalente entre le droit public et le droit privé. Ce constat que je formule d'emblée n'est pas forcément évident, il n'a pas toujours été vrai, et je me dois de rappeler devant cette assemblée de privatistes que la prise en charge des accidents liés à l'activité professionnelle est d'abord, au départ, une affaire d'État et une affaire d'agents publics. Et les lois de 1790, de 1831, de 1853 sur les retraites et les pensions des agents publics vont parler de pension, de retraite, mais pour prendre en charge les conséquences d'un accident survenu dans le cadre de l'exercice professionnel. Elles ont en commun de considérer ces pensions au bénéfice des agents publics comme une dette de reconnaissance de la nation. Elles ont en commun de prévoir une pension immédiate sans considération de durée d'exercice professionnel et ces pensions sont délivrées
aux agents qui se trouvent hors d'état de continuer leur service après avoir été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Et on note bien, dès finalement la première moitié du XIXe siècle, l'absence de référence à la responsabilité de l'employeur, contrairement à ce que pratique la Cour de cassation à la même époque. Ce régime de droit commun, peu protecteur des salariés, c'est celui qui s'applique à l'époque aux collaborateurs occasionnels du service public, qui ne sont pas des fonctionnaires et qui ne peuvent donc pas bénéficier du régime protecteur qui s'applique à ces derniers. Et la situation de ces collaborateurs occasionnels va donner l'occasion au Conseil d'État d'une véritable avancée jurisprudentielle majeure avec l'arrêt Cam de 1895, qui intervient dans le prolongement de l'arrêt Blanco, qui amorce l'émancipation du droit administratif. Et le commissaire du gouvernement Romieux, qui conclut sous cet arrêt Cam, nous dit, et je le cite, il ne faut pas s'embarrasser avec les règles du Code civil, pardon, je suis désolé encore une fois de le dire ici, il faut s'inspirer du principe supérieur de justice, il faut rechercher une législation d'équité et non de droit écrit, et il estime qu'en l'absence de texte qui s'y oppose, la justice veut que l'État soit responsable vis-à-vis de l'ouvrier des dangers que lui fait courir sa coopération au service public. C'est donc la naissance de la responsabilité sans faute, mais également de l'idée de la couverture du risque professionnel et de la prise en charge de l'accident de service. Droit public 1, droit privé 0. Cet avantage du droit public au droit public ne durera pas très longtemps. La Cour de cassation, très rapidement, évidemment, changeant son fusil d'épaule en intégrant cette idée de couverture du risque professionnel dès 1896. Et puis surtout, vous en avez parlé ce matin, Monsieur le Président, c'est la loi de 1898, d'inspiration solidariste, évidemment, qui consacre le principe de responsabilité sans faute et d'obligation de sécurité pour l'employeur. Un partout, égalité entre droit public et droit privé. Égalité, pas vraiment. Pas vraiment parce que, depuis lors, et encore aujourd'hui, persiste l'idée selon laquelle le droit public serait moins efficace lorsqu'il s'agit d'indemniser les accidents liés à l'activité professionnelle. Et cette perception, elle repose finalement sur deux textes pas très anciens, relativement contemporains. On les a évoqués, donc le Code de la sécurité sociale, article L411-1, et le statut de la fonction publique. Le Code de la sécurité sociale qui définit l'accident du travail et qui met en place une présomption d'imputabilité, et le statut de la fonction publique qui, lui, ne prend absolument pas la peine de définir l'accident de service et encore moins la peine d'établir quelques présomptions que ce soit. Et évidemment, sur le papier, on peut être assez dubitatif et en plus, on peut également se dire que la procédure mise en œuvre conduit l'agent public à s'adresser à son employeur, qui est donc instructeur de la demande et partie, et qui doit en plus composer avec un juge administratif dont, je ne vous apprends rien, est souvent considéré comme hostile aux intérêts des agents, des administrés, et comme le fervent protecteur de l'administration. Droit public 1, droit privé 2, ce n'est pas si sûr parce que pour vérifier l'efficacité d'un texte et la véritable capacité de cette législation à protéger les agents publics, encore faut-il se plonger dans la pratique, celle du juge, celle de l'administration, et prendre acte également des avancées législatives qui sont intervenues, alors certes récemment, mais qui marquent véritablement une volonté de faire converger le régime de droit privé et le régime de droit public. Et on observe deux choses de mon point de vue, deux points de mon intervention. D'abord, on peut observer que la conception publiciste des accidents de service et maladies professionnelles ne restreint pas nécessairement le champ d'application de ces notions. Et on constate ensuite, dans un deuxième temps, que la procédure de reconnaissance de ces accidents ou maladies en droit public n'est pas un obstacle directement à leur reconnaissance. Premier point, donc, l'identification des accidents de service et maladies professionnelles, le droit public recolle au score. Le droit public recolle au score parce que, comme je le disais à l'instant, le statut ne définit pas l'accident de service ou encore l'accident de trajet, mais cela n'a pas empêché le juge administratif de faire preuve d'inventivité et d'instaurer une quasi-présomption d'imputabilité juste avant que le législateur ne consacre véritablement cette présomption. Et ensuite,
si des limites existent s'agissant de la reconnaissance de ces accidents de service de trajet, notamment, eh bien, ces limites ne manifestent pas, de mon point de vue, une véritable divergence entre le juge administratif et le juge judiciaire. Alors, s'agissant d'abord de l'instauration d'une présomption, comme je vous le disais, donc un statut initial qui est très taiseux, qui n'envisage absolument pas la définition de l'accident de service et encore moins une quelconque présomption d'imputabilité. Mais le Conseil d'État va développer une conception de l'accident de service, finalement, qui va mettre en place une quasi-présomption. Ça signifie quoi concrètement une quasi-présomption? Ça signifie qu'il appartient à l'agent, en effet, d'établir le lien de causalité entre le préjudice, enfin l'accident qu'il subit et l'activité professionnelle, mais les objections susceptibles d'être opposées par l'administration pour tenter de détacher cet accident du service seront de plus en plus réduites à la portion congrue. Il n'y a pas de lien présumé, mais il y a une minoration des éléments susceptibles de détacher l'accident du service. Et on l'observe dans la jurisprudence de manière très classique, lorsque, par exemple, un accident est lié à un malaise subi par un agent, malaise qui n'est absolument pas lié à l'activité professionnelle, un malaise qui est lié finalement à une pathologie qu'il pourrait avoir, eh bien le juge considère que dès lors que l'accident a eu lieu dans le temps et sur le lieu du service, même si le malaise est étranger à l'activité professionnelle, on est face à un accident du service. De la même manière, si l'accident est lié à un acte ordinaire de la vie courante, eh bien cela n'est pas de nature à séparer l'accident du service. Et il en va de même pour les accidents de trajet qui, pour nous, très simplement, sont assimilés à des accidents de service. Donc finalement, les choses sont on ne peut plus simples en droit public. Donc ces accidents de trajet, là encore, sont assimilés, sont identifiés quand bien même des détours auraient été accomplis, quand bien même il y aurait des retards, dès lors que l'on reste dans le cadre des nécessités de la vie courante. On peut s'arrêter pour aller acheter des cigarettes, déposer son enfant à la crèche. Ce ne sont pas des éléments qui vont détacher l'accident du service. Et cette jurisprudence très compréhensive a été synthétisée en 2012 avec une définition très simple. L'accident de service est un accident qui est survenu sur le lieu et dans le temps de travail, dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions, en absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Donc pas de présomption formulée, mais on comprend bien que c'est à l'administration d'apporter les éléments permettant de détacher l'accident du service. Cette évolution va déboucher sur une évolution législative en 2017, et désormais, dans le Code général de la fonction publique, on retrouve des formules très proches de celles que l'on connaît dans le Code de la sécurité sociale et présumées imputables au service, tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service. Alors, dans le temps et le lieu du service peut paraître un peu plus restreint que la formulation du Code de la sécurité sociale, notamment parce qu'il n'y a pas cette référence à « par le fait du travail » qui est beaucoup plus global, mais le Conseil d'État, dans ses décisions récentes, depuis 2019, retient une définition qui est extrêmement claire. Je vous la livre et elle ne vous surprendra pas. Constitue un accident de service, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il y a donc un alignement aujourd'hui très net entre la Cour de cassation et le Conseil d'État sur ce point. Alors j'évoquais des limites de deux ordres. Première limite, pour le Conseil d'État, dans le cadre des entretiens qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une carrière professionnelle, entretien d'évaluation, etc. Beaucoup d'agents vivent très mal les reproches, les remarques qu'on leur adresse et adressent par suite un arrêt de travail signifiant qu'ils souffrent de troubles liés au choc qu'ils ont reçu à l'occasion de cet entretien. Le Conseil d'État, peut-être de manière assez rigoureuse, estime désormais que dès lors que l'entretien s'est déroulé normalement, qu'on est dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne peut pas y avoir accident de service. Est-ce que la Cour de cassation juge fondamentalement différemment? Pas nécessairement, d'après ce que j'ai pu observer. Elle recherche s'il y a finalement un événement traumatogène, si on peut s'exprimer ainsi, avec des variations. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas posé comme principe que l'exercice normal d'un pouvoir hiérarchique exclurait cette qualification, mais dans les faits, il me semble qu'il n'y a pas forcément, concrètement, de vraie divergence. Deuxième remarque, sur les éléments qui peuvent détacher
l'accident du service, des événements assez caricaturaux en réalité. Des retards très excessifs d'un agent ou encore un état alcoolique très avancé qui permettent assez naturellement d'exclure l'accident du service. J'en viens maintenant à la procédure. Sur le fond, on a vu que les notions se rapprochaient énormément. Est-ce que la procédure, telle qu'elle existe en droit public, fait obstacle ou limite la reconnaissance des accidents de service, de trajet et des maladies professionnelles? On le pense dès lors que l'employeur est celui auquel on s'adresse. On ne s'adresse pas à la CPAM, on s'adresse à l'employeur. On pense que ça suffit pour avoir un certain nombre d'inquiétudes, et c'est vrai que du point de vue des principes généraux du droit, que l'employeur soit instructeur et partie, ce n'est pas forcément ce qu'on fait de mieux en termes de séparation des intérêts. Pour autant, quelle est la réalité? Alors avant d'y arriver, quelques mots peut-être sur la procédure qui n'est pas très différente de celle qu'on connaît en droit privé, mais qui a quand même quelques spécificités. En droit public, on va parler de CITIS, de congé d'invalidité temporaire imputable au service. Et ce CITIS peut être octroyé au titre d'un accident de service, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle. L'intérêt du CITIS, c'est que lorsqu'on en bénéficie, on est payé à plein traitement, sans aucune baisse de revenus, tant qu'on n'est pas consolidé. Alors comment est-ce qu'on obtient ce CITIS? En déclarant évidemment l'accident de trajet, de service, la maladie, avec un formulaire qui permet de décrire les circonstances de l'accident, un certificat médical évidemment. Sur la base de ces éléments, l'administration qui instruit peut solliciter une expertise médicale. Elle peut aussi mener une enquête administrative pour faire le point sur la manière dont les événements se sont déroulés. Et sur la base de ces éléments, elle peut prendre sa décision. Soit elle décide de reconnaître l'imputabilité et tout va très bien pour l'agent, soit elle a un doute, elle entend refuser l'imputabilité et à ce moment-là, elle a l'obligation de demander l'avis du conseil médical, donc une instance tierce composée de médecins, qui va se prononcer avec un avis consultatif à la suite duquel l'administration prendra sa solution définitive. Alors est-ce que ça marche moins bien pour les agents publics? Plusieurs séries de remarques. D'abord, si on compare ce mécanisme à celui des CPAM, on peut se dire la vraie difficulté, c'est qu'on a affaire à autant de décideurs que d'employeurs publics, alors qu'il n'y a que quelques CPAM qui interviennent, donc on peut avoir une disparité des traitements des situations qui peut être vertigineuse. En réalité, on constate que les CPAM connaissent elles-mêmes des variations dans la manière dont elles reconnaissent les différents accidents de service. Il y a d'ailleurs des mécanismes de discussion qui sont mis en place pour essayer d'harmoniser, autant que faire se peut, la position des unes et des autres. Deuxième élément, 20% des agents publics relèvent du régime général. Tous les contractuels ne sont pas soumis à ces procédures dérogatoires. Alors, vous allez me dire 20% c'est peu, mais c'est une proportion qui croît. On nous change notre fonction publique, on a recours de plus en plus fréquemment au contrat, et donc on peut penser que ça va avoir un impact sur la reconnaissance des accidents de service, ou de travail, pour le coup. Troisième point, la procédure telle que je viens de l'exposer est construite pour encourager la reconnaissance, ou en tout cas pour décourager la volonté de ne pas rattacher l'accident au service. Parce que lorsque vous dites à l'employeur, si vous voulez refuser l'imputabilité, vous saisissez le conseil médical, certes, il peut faire ce qu'il veut ensuite, avec l'avis du conseil médical, mais on peut lui souhaiter bonne chance pour expliquer à un juge que le conseil médical composé de médecins est passé complètement à côté du dossier et qu'en réalité, la maladie n'est pas imputable. Donc on a quand même un cadre qui est très favorable à la reconnaissance de l'imputabilité, et on peut ajouter à ça, du point de vue politique, la puissance des syndicats dans la fonction publique qui pousse les employeurs à être plutôt bienveillants. Et donc concrètement, que disent les chiffres? Parce que c'est peut-être eux qui pourront nous dire concrètement s'il y a une différence de traitement ou pas. Les chiffres, quels sont-ils? D'abord, il faut s'assurer qu'on parle de la même chose. Est-ce qu'il y a autant d'accidents, de maladies dans le privé que dans le public? Une étude de 2019, une étude déclarative, on demandait aux agents et aux employés, est-ce que vous avez subi un accident durant cette année, compte une moyenne de 10% d'accidents, enfin d'agents ayant été victimes d'accidents dans la fonction publique, 11 dans le secteur privé. Alors avec des disparités, dans la fonction publique d'État, si je caricature, des bureaucrates, à Bercy par exemple, on se blesse assez peu en traversant les couloirs,
donc assez peu d'accidents de service, peut-être des problèmes dorsaux, de posture devant les ordinateurs, très bien. Dans la fonction publique hospitalière, beaucoup d'accidents évidemment, parce que quand on est aide-soignante et qu'on soulève des personnes âgées ou des malades, eh bien on se blesse beaucoup plus fréquemment. Et entre les deux, la fonction publique territoriale, avec toute la diversité de ses métiers, qui me semble-t-il est peut-être la fonction publique qui ressemble le plus au secteur privé. Et là, on a une vraie correspondance, 11% dans la fonction publique territoriale, 11% dans le privé. Et que disent les taux de reconnaissance? On en a parlé tout à l'heure. Pour les CPAM, en matière d'accident du travail, c'est 94-96% de ce que disait la Cour des comptes il n'y a pas si longtemps, 61% pour les maladies professionnelles. Je n'ai pas trouvé beaucoup de chiffres pour la fonction publique, mais j'ai trouvé un chiffre pour l'éducation nationale qui parle de 76% de reconnaissance pour les maladies professionnelles. C'est quand même 15% de plus que dans le privé. Et au-delà de la reconnaissance, si on s'intéresse à la sinistralité, c'est encore plus frappant, parce que... Alors, il y a des approches différentes. Il y a une fréquence des sinistres pour le secteur privé. On parle de sinistralité tout court dans la fonction publique. On est en pour 1000 dans le secteur privé, en pourcent dans le secteur privé. Et si on essaie de rapprocher les chiffres, j'ai trouvé, si on compare fonction publique territoriale et secteur privé, pour la reconnaissance des accidents de service ou du travail, 4,7% dans le secteur public, 3% dans le secteur privé. Pour les accidents de trajet, 0,8% dans le secteur public, 0,4% dans le secteur privé. Pour les maladies professionnelles, 0,4% dans le public, 0,24% dans le privé. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire quand même que tout ne va pas si mal en droit public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui fait tomber quelques idées parfois préconçues ou construites de façon hâtive. Merci en tout cas à vous. Dernière présentation de cette seconde séquence de la matinée. Nous allons nous tourner vers le droit pénal appliqué aux accidents du travail et maladies professionnelles avec Monsieur Senko, voilà, un collègue d'Aix. Voilà. Je vous laisse la parole tout de suite. Merci Monsieur le Président. Mes remerciements bien évidemment à Anne Guégan et Morane Kembagou pour la gentillesse de leur invitation. Je suis ravi d'être là. Ma présence me permet de revoir des collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps, notamment Laurent Millet, voilà, que je remercie, et Nicolas Bargue qui se cache au fond de l'amphithéâtre. Lorsqu'on réfléchit au droit pénal appliqué, ou plutôt confronté, je dirais, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, c'est d'abord un grand sentiment de vide qui nous envahit. Je ne dis pas ça pour que vous partiez. Les AT-MP, voici une notion, voici un concept que le droit pénal ne connaît pas, lingua ignota. Cette ignorance trouve cependant son explication dans une idée fondamentale, une idée très importante, que depuis l'avènement de la légalité pénale à la fin du XVIIIe siècle et l'importance que le Conseil constitutionnel a reconnue à ce principe à la fin du XXe siècle, eh bien, le droit de la répression publique est enfermé dans des principes érigés pour sauvegarder les libertés les plus importantes. L'un de ces principes est la globalité, l'uniformité, la généralité. En matière pénale, on va plutôt parler d'égalité. En effet, il explique que le droit pénal de fond, celui qui régit les incriminations, ne connaît par principe que des qualifications pénales générales et impersonnelles. Le fait de est puni de. Voici la formule neutre, presque stérile, qu'utilise le législateur pour incriminer des faits qu'il considère comme étant antisociaux. Aussi bien, je le dirais sans ambiguïté, le droit pénal français ne connaît pas, à proprement parler, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il n'en parle pas le langage, il n'en distingue pas les subtilités, il n'en voit pas les aspérités ou les reliefs. Pire, il ne perçoit pas ou mal la dimension humaine, souvent tragique, qui se cache derrière ces accidents ou ces maladies. Non, pas du tout. Le droit pénal, depuis l'avènement de la légalité, est un droit sur ce point aveugle. C'est un droit sourd qui ne s'appesantit guère sur les situations individuelles dont finalement il se méfie. La chose pourrait peut-être paraître grave, en réalité non.
Ce n'est qu'à ce prix que le droit pénal parvient à dépasser les intérêts particuliers pour défendre l'intérêt général, l'intérêt de tous, une prouesse, n'est-ce pas, dans le monde individualiste d'aujourd'hui. Alors c'est en tout cas ce vide juridique qui explique que vous ne trouverez pas dans le Code pénal, pas plus dans le Code du travail du reste, un chapitre consacré à la répression de ces accidents du travail ou des maladies professionnelles. Alors oui, vous y trouverez des qualifications pénales multiples et variées, vous le savez très bien. D'autres sont importantes. Bien sûr, je pense à l'article L47-41 du Code du travail qui incrimine à la violation d'une obligation, évidemment, par exemple en matière d'hygiène et de sécurité. En matière pénale, on parle ici d'infraction obstacle. Vous savez, il s'agit simplement de réprimer la violation d'une règle en espérant que la situation ne dégénère pas. Mais, et les organisatrices de ce très beau colloque ont été bien inspirées d'évoquer un angle mort, parce que, oui, le droit pénal des AT-MP se niche dans un angle mort. On sent qu'il s'y passe quelque chose, mais on ne le voit pas. On voudrait le voir, mais on ne l'atteint pas. Après le vide, la peur. Alors, quelle efficience pour ce droit pénal? Il est bien sûr délicat de répondre, car par bien des aspects, cette efficience paraît diminuer, brider, peut-être même brisée, essentiellement parce que le droit pénal ne connaît pas des accidents du travail, des maladies professionnelles en tant que catégorie juridique identifiable. Cela étant, des avancées jurisprudentielles récentes laissent entrevoir une certaine libéralisation de ce contentieux, une efficience brisée, une efficience libérée. J'aurais peut-être dû vous le dire en imitant le général de Gaulle. Voici les deux idées que je vais rapidement déployer devant vous. Une efficience brisée d'abord, mais brisée par quoi? Eh bien par deux choses. D'abord par le régime des qualifications pénales applicables en théorie aux AT-MP, ensuite par le régime de la responsabilité pénale. Le régime des qualifications pénales, car je vous le disais, il n'existe pas d'infraction spécifique à l'appréhension de ces accidents du travail. En matière pénale, la situation est objectivisée. Le juge pénal ne prend pas égard au contexte de l'infraction, c'est-à-dire l'entreprise, la relation travail, ni à la qualité de l'auteur, l'employeur, ni à celle de la victime, le salarié. Bien au contraire, en matière pénale, au nom de cette fameuse égalité, on raisonne in abstracto, en termes de faute, de lien de causalité et le dommage. Alors ces qualifications, quelles sont-elles? Il s'agit bien entendu de toutes les infractions non intentionnelles, vous savez qu'en matière pénale on va faire la différence, causant une atteinte à l'intégrité physique. Aussi bien dans le code pénal, plusieurs qualifications sont concernées, celle bien sûr d'homicide involontaire, de l'article 221-6 du code pénal, ou de blessure involontaire. Je précise que dans cette dernière catégorie, les qualifications pénales varient selon le dommage causé. Alors en cas d'incapacité totale de travail de plus de 3 mois, la matière ici est correctionnelle, il s'agit d'un délit puni de plus de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. La peine passe toutefois à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, nous dit la loi, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Donc on est ici dans une qualification, pardonnez-moi, correctionnelle. On reste dans une qualification correctionnelle lorsque l'incapacité totale de travail est inférieure ou égale à 3 mois. La peine est cependant d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et on bascule enfin dans une qualification contraventionnelle en absence d'ITT. Nous sommes ici dans le cas d'une contravention de 5e classe. Donc on le voit, on raisonne via ces grandes qualifications pénales, générales et absolues, délit d'homicide involontaire, blessure involontaire, qu'il s'agisse d'une qualification correctionnelle ou contraventionnelle. Quels sont leurs éléments constitutifs maintenant? Depuis la loi Fauchon de 2000, les structures constitutives de ces infractions générales en matière non intentionnelle doivent répondre aux exigences d'une qualification, pardonnez-moi, d'une disposition très importante en la matière, l'article 121-3 du Code pénal. L'objectif de ce texte est de prévoir les conditions plus ou moins souples selon la nature de la faute et celle du lien de causalité. Alors, quelle faute? Ici, l'article 121.3 du Code pénal en décline 3. La faute simple, bien sûr, c'est l'alinéa 3 de l'article 121-3. Le Code pénal l'a défini comme une imprudence, une négligence, un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévues par la loi ou le règlement. Attention, attention, quand je vous parle de qualification bridée, de répression brisée, c'est la réalité, car ici, la qualification pénale n'est possible que si, nous dit la loi, est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. Donc ce n'est pas forcément parce que vous avez comme ça une faute simple qu'il y aura répression. Le juge va examiner réellement les missions et les compétences, évidemment, ici de l'employeur. Après la faute simple, la faute délibérée ou caractérisée. Je suis ici sur le terrain de l'alinéa 4 de l'article 121-3. Le texte est très très mal rédigé. Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, nous dit-il, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, et là vous avez les deux fautes qui sont déclinées, soit violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière, pas comme dans la faute simple où le mot particulier n'était pas visé, de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Voilà la loi qui nous décline ces différentes fautes avec, vous le voyez, des structures constitutives à l'intérieur. Mais après les fautes, la causalité, c'est là où en réalité tout se joue. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre égard à deux données. Premier point, le caractère direct ou indirect de la causalité. Selon la gravité de la faute commise, le législateur prévoit en effet un régime de causalité différent. En cas de causalité directe entre l'auteur et le dommage, eh bien, une faute simple sera suffisante à engager sa responsabilité pénale. En revanche, si la causalité est indirecte, il faudra démontrer contre l'auteur une faute plus grave. Ce sont les deux fautes que je déclinais à l'instant, caractérisées ou délibérées. Donc vous le voyez, dans ce schéma constitutif, où l'on prend égard à la nature de la faute, son identité, la nature du lien de causalité, on est obligé à chaque fois d'appliquer ce patron à une situation d'ATMP. Alors ce régime dual de causalité, il constitue clairement un obstacle à la caractérisation de l'infraction, mais ce n'est pas tout. Puisqu'après la nature de la causalité, il faut faire attention à son caractère certain. On sait, même si cette condition de certitude n'est pas clairement exprimée dans l'article 121-3, que le juge doit la constater pour pouvoir valablement entrer en voie de condamnation. Il n'y a pas d'homicide ou de blessure involontaire si le juge ne constate pas cette causalité certaine entre la faute et le dommage. À ce titre, la Cour de cassation est souvent saisie de cette question. Elle a pu constater le caractère certain du lien de causalité lorsque, par exemple, un salarié manipule un conteneur à ordures et se blesse à cette occasion à cause de son couvercle, ou lorsque, en l'absence de formation d'un salarié, celui-ci se déplaçait sur une zone à risque où circulaient des engins lourds et il est blessé à cette occasion. Ou enfin encore, lorsqu'un salarié subit des blessures après que le toit de l'usine lui tombe hélas dessus, toit qui avait subi de récents travaux par une autre entreprise. Dans ce cas de figure, la causalité est certaine, le juge peut valablement entrer en voie de condamnation. Cela étant, lorsque cette causalité certaine n'est pas établie, la relaxe s'impose. Ce fut le cas lorsque, faute d'autopsie, il a été impossible pour le juge d'établir avec certitude que l'électrocution d'un salarié avait été la cause certaine de son décès, parce que la présence de fréons dans l'atmosphère pouvait également être une cause de l'asphyxie. Ou encore lorsque, à propos du décès d'une salariée qui manipulait de l'azote liquide, il avait été relevé que la mort n'était pas la conséquence certaine de l'anoxie provoquée par un excès d'azote, et ce, malgré plusieurs fautes imputables à l'employeur. On le voit, qualifier pénalement les blessures involontaires ou l'homicide involontaire à l'occasion d'un accident de travail, ce n'est pas si simple. Il faut d'abord identifier la bonne faute, ensuite bien analyser le lien de causalité, bien le caractériser, et puis surtout en analyser la certitude. Alors je le dis en théorie bien sûr, vous vous retrouvez parfois dans des situations compliquées. Seule une faute simple peut être imputée contre un employeur, lequel est en lien de causalité indirect avec la faute. Ici, la relaxe s'impose. Parce que si le lien de causalité est indirect, il faut, en vertu des dispositions du Code pénal, une faute caractérisée ou délibérée.
Alors je ne vais pas, on n'a pas le temps, mais je pourrais en dire de même à propos des maladies professionnelles et peut-être un bref mot sur le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui à l'occasion de l'amiante. Vous savez, c'est un problème compliqué et on attend encore un procès pénal en la matière. Je veux simplement vous dire ici que récemment encore des citations directes sont déclarées irrecevables en la matière, et que dans d'autres hypothèses, ce sont des constitutions de partie civile qui sont déclarées irrecevables. Pourquoi ? Parce qu'il est encore très difficile d'appliquer ces grandes qualifications pénales de mise en danger délibéré de la vie d'autrui au contexte des AT-MP. Un mot au deuxième titre de cette efficience brisée, sur la responsabilité. Je quitte la faute pour aller un mot sur la responsabilité pénale. Oui, l'engagement de la responsabilité pénale, notamment des personnes morales, est défini à travers un texte très strict, celui qui est visé dans le Code pénal à l'article 121-2 du Code pénal. Les personnes morales, nous dit le texte, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leur organe ou représentant. Et oui, lorsque l'employeur est une personne morale, il est encore une fois très délicat d'engager sa responsabilité pénale parce que le texte a certaines exigences. La première, c'est celle de l'identification de l'organe ou du représentant. On ne peut pas comme ça engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Il faut parfaitement identifier quel est son organe, quel est son représentant qui a commis l'infraction pour son compte. Donc c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est la conséquence de la relaxe d'un organe personne physique sur l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. La question est ici très technique. Imaginez qu'un employeur, que le dirigeant d'une société soit poursuivi pénalement pour blessure involontaire et qu'en même temps la personne morale l'est, au même titre. La question se pose de savoir si sa relaxe, dont il bénéficie peut-être pour une raison de fond, va emporter la relaxe de la personne morale. Alors, la chambre criminelle de la Cour de cassation est souvent saisie de cette difficulté et la réponse qui semble se dessiner, c'est oui. Oui, la relaxe de l'un emporte la relaxe de l'autre, nous permettant ainsi encore de constater que cette efficience, elle est brisée. Ce fut le cas notamment dans un arrêt du 6 décembre 2022. En l'espèce, un salarié intérimaire avait été victime d'un accident au sein d'une usine. Le directeur de l'usine était représentant de la société. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessure involontaire et la société est également renvoyée en tant que personne morale. En première instance, la personne physique est relaxée au motif qu'aucune faute délibérée n'est rapportée contre elle. Elle n'a pas, cette personne physique, manifestement violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Les juges d'appel, cependant, après la relaxe définitive en première instance pour la personne physique, ont condamné la personne morale en cause d'appel, je l'ai dit. Question, la chose est-elle conforme à l'article 121-2 du Code pénal et la Cour de cassation répond par la négative, elle prononce une censure. En se déterminant ainsi, nous dit-elle, alors qu'il ressort du jugement dont le ministère public n'a pas interjeté appel principal, ce qui veut dire qu'elle est définitive, que la violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement qui était reprochée aux représentants de la personne morale a été expressément écartée par une décision devenue définitive, de sorte qu'une faute identique ne pouvait être retenue à l'encontre de la société. C'est donc bien que la relaxe de l'organe emporte la relaxe de la personne morale. Alors en réalité, d'un point de vue procédural, ce n'est pas réellement un problème d'autorité du criminel sur du criminel. Il faut plutôt le voir comme l'infraction n'est pas rapportée contre l'organe, c'est ce qu'a dit le juge de façon définitive. Dès lors, une faute identique ne peut pas être imputée à la personne morale. On le voit donc, cette efficience, elle est brisée, elle est quand même un petit peu libérée. Je vais aborder mon deuxième point rapidement, je vous rassure, Monsieur le Président. Libérée par 3 leviers. Le premier levier, c'est ce rapport pénal-civil. Alors, j'évoque un point encore très compliqué, mais je vais aller vite, surtout que Moran Kane connaît bien cet arrêt. La relaxe, en effet, de l'employeur au pénal n'interdit pas le juge civil, par exemple, une juridiction de sécurité sociale, de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En effet, le juge pénal peut, avec son prisme à lui, considérer que la cause de l'accident est inconnue et que donc il ne peut pas entrer en voie de condamnation.
Cela étant, selon les motifs de la relaxe, parce que ça peut dépendre, mais selon les motifs de la relaxe, cela permet au juge civil, lui, de reconnaître la faute inexcusable. Donc on peut quand même avoir une réparation malgré une relaxe définitive au pénal. Deuxième levier, je réévoque la responsabilité pénale des personnes morales avec l'article 121-2 du Code pénal et la reconnaissance récente en jurisprudence de la délégation de pouvoir de fait. Ça, c'est un point très très important. Arrêt, par exemple, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2020. En l'espèce, un salarié est blessé car il voit sa main happée alors qu'il travaillait sur un enrouleur dans une ligne de calandage, bon qu'importe. Un salarié est blessé. La société est poursuivie pour blessure involontaire et le juge reconnaît l'engagement de la responsabilité pénale de la société. Comment ? Parce qu'il considère que le salarié de la société, qui n'était pas délégué de pouvoir express, il n'avait pas signé une délégation de pouvoir, eh bien, en était quand même le représentant. Et la Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle considère en effet que le salarié directeur de l'usine disposait d'une délégation de fait de sorte qu'il en était son représentant. Et pourquoi cette notion de représentant est absolument fondamentale dans cette idée ? Parce que si vous regardez l'article 121-2 du Code pénal, qui prévoit les conditions d'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant. Donc désormais, un salarié non expressément délégué en pouvoir peut être vu comme un délégué en pouvoir de fait, à même alors de représenter la société, ce qui permet in fine l'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise. Je précise que le recours à cette notion de délégation de fait a été confirmé par un arrêt rendu le 1er juin 2023. Enfin, pour évoquer cette libéralisation, j'évoque simplement l'application dont on s'aperçoit bien que la Chambre criminelle désormais a tendance à en faire usage, de la qualification d'homicide involontaire en cas de suicide d'un salarié. C'est un phénomène un petit peu nouveau et qui commence à trouver sa place. Alors évidemment, le point d'orgue de ce raisonnement prend corps avec un arrêt rendu le 31 janvier 2023. Dans les faits de l'espèce, il s'agissait du commandant d'un navire qui avait été contraint par son employeur de prendre un poste à terre après que le navire dont il assurait le commandement a été impliqué dans une collision. Le capitaine met fin à ses jours à son domicile moins de 2 mois plus tard et la société qui l'employait est alors renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Et la question est très compliquée. Un employeur peut-il voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire alors que le salarié met intentionnellement un terme à sa vie ? La Cour de cassation, je vais vite, mais confirme la condamnation. Elle considère en effet ici que, en faisant appel à plusieurs circonstances de fait, que l'employeur a commis une faute qui a causé la mort du salarié. Vous voyez, dans ce genre de situation, on applique encore une fois les grandes qualifications pénales de droit commun, l'homicide involontaire, qui nécessite donc d'établir une faute qui a causé un dommage. Donc la mort du salarié, le suicide, en matière pénale, on la voit comme un simple dommage, je le dis comme ça, ce qui permet alors de donner prisme à la qualification. Cela étant, attention, il faut que le lien de causalité soit certain. Et vous trouverez dans le contentieux de la Chambre criminelle bon nombre d'arrêts qui font une analyse très stricte de cette causalité pour dire non, dans cette hypothèse, la mort du salarié, son suicide, n'est pas en lien, n'est pas certainement causé par la faute de l'employeur. Mais dans les faits de l'espèce, la chose a été reconnue. Donc si je devais conclure, je vous dirais que le droit pénal, c'est vrai, ne prend pas d'attache, ne traite pas directement des ATMP, c'est une certitude. Cela étant, le recours à ces grandes qualifications pénales de droit commun est quand même utile. On a un droit pénal en la matière qui est quand même vivant, mais cela ne nous empêche pas de réfléchir à la création prochaine d'infractions plus fines et qui seraient à même de s'appliquer à ce contexte, notamment de l'entreprise, afin de protéger les salariés. Je vous remercie.
Merci pour cette incursion, plus qu'une incursion dans le droit pénal, et puis toutes les questions de méthodologie en réalité qui émergent de votre propos, parce qu'au fond, les questions de causalité, les questions de qualification d'une situation de fait, enfin le droit pénal y est particulièrement sensible, et je pense qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer du droit pénal dans les autres disciplines qui s'intéressent à la réparation du dommage corporel et à la réparation des accidents du travail.